Bonjour à tous, alors donc bienvenue dans cette vidéo pour les cours en distanciel de sciences économiques et sociales avec moi-même. Donc voilà comment ça va se passer. J'ai choisi ce format là parce que de 1 j'ai choisi ce format là et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc en gros il faut comprendre que cette semaine nous ne ferons pas de visio IRL, cependant on ne fait pas rien non plus en sciences économiques et sociales. Donc comment ça va se passer pour vous? Eh bien, tout simplement, vous allez regarder cette vidéo, et pour regarder cette vidéo, il va falloir faire une première chose, déjà vous rendre dans Teams, dans l'onglet fichier, donc vous allez dans votre seconde, enfin dans votre équipe seconde, euh, votre seconde, dans le canal chapitre 3, comment se forment les prix sur marché, dans l'onglet fichier qui se trouve en haut de Teams, eh bien vous allez devoir télécharger et imprimer le dossier prise de notes chapitre 3, comment se forment les prix sur un marché, puisque ça va être le dossier qui va vous servir de cours, de support de cours, de traces écrites pour ce cours-là en distanciel. Et du coup, cette vidéo-là va vous permettre de remplir ce dossier-là. Ok? Ça, c'est pour le premier point. Donc, première chose, vous allez devoir regarder cette vidéo, remplir le cours. Si vous avez des questions, bien entendu, je serai disponible sur Teams et je m'engage à vous répondre dans les moins de 24 heures. Donc, vous inquiétez pas pour ça. D'accord? J'ai fait en sorte que cette vidéo soit la plus claire possible, la plus simple aussi possible et la plus à portée de vous, qui vous prenne pas trop de temps. Normalement, la vidéo durera une demi-heure, à peu près, environ. Ce qui vous laissera normalement une heure en plus de travail pour les sciences économiques et sociales, à vous organiser comme vous le voulez. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez, etc. etc. Cela dit, la deuxième chose que je vais vous demander de faire, ce sera aussi de travailler. D'accord? Donc, pour ça, vous allez avoir, pareil, dans l'onglet fichier de Teams, cela, fichier partagé, vous allez avoir travail à faire, cas pratique, chapitre 3, comment se forment les prix sur un marché. Et en fait, puisque cette vidéo-là, on va aboutir à la construction d'un modèle économique, le modèle de marché néoclassique, et moi je vais le faire avec vous, là, clairement, et puis vous, votre boulot, ce sera de le faire aussi chez vous, avec un cas pratique, donc vraiment l'application de ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Au-delà de ça, en plus, pour être sûr que tout le monde a vu cette vidéo et que tout le monde travaille et que pour voir un petit peu ce qui se passe et pour vous fournir une note, eh bien, quand vous aurez visionné cette vidéo-là, il y aura sur l'ENT, et là ce sera sur l'ENT, comment ça s'appelle, un questionnaire en ligne qui me servira de vous noter. Voilà, ça va vous servir de note. Donc voilà, et vous avez une deadline pour pouvoir faire ce questionnaire en ligne sur l'ENT. Ce sera jusqu'à vendredi soir prochain minuit. Donc vendredi soir prochain minuit, on sera le vendredi 9 avril à minuit, c'est la fermeture du questionnaire. Donc tous ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, c'est zéro. D'accord? Et je ne veux pas savoir les raisons ou quoi que ce soit. D'accord? Si vous avez un souci ou quoi que ce soit, je suis disponible. Vous avez Teams, vous avez l'ENT, c'est déjà bien suffisant. Donc s'il y a un problème, pour le questionnaire, pour la vidéo, pour quoi que ce soit, c'est pas vendredi soir à 22 h qu'il faudra s'y mettre. Ce sera, je considérerais ça comme trop tard, quoi, en fait. C'est trop tard. Donc, faites les choses bien à l'heure. Cela dit, là, vous êtes en seconde, il est de votre responsabilité de pouvoir vous organiser. Ok? Donc, vous vous organisez comme vous voulez, parce que, voilà, la vidéo, elle est là. Vous faites comme vous voulez. Donc, eh bien, on va complètement partir directement sur le chapitre en question. Donc, on est au chapitre 3. Alors oui, je sais qu'avec certaines classes, on a déjà fait ce truc-là. Avec d'autres, j'ai pas avancé autant. Donc, pour remettre tout le monde d'aplomb et tout le monde au même niveau, eh bien, on refait, d'accord, d'une autre manière. Voilà, et de toute manière, le cas pratique n'a pas été fait forcément par tout le monde. Donc, on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, chapitre 3, comment se forment les prix sur un marché. D'accord? Donc, si vous avez bien suivi un petit peu ma méthode de réflexion ou comment est-ce que je fonctionne, eh bien, vous devez directement avoir le réflexe. Ok, la question qu'on se pose, c'est comment se forment les prix sur un marché. Il faut déjà savoir de quoi on parle. On parle de quoi? On parle de marché. Donc, dans un premier temps, on va justement essayer d'avoir quelques éléments de définition d'un marché. Ok? Et puis, dans un second temps, on verra justement cette construction du modèle de marché néoclassique. Eh bien, c'est parti. Donc, on est parti là-dessus. Qu'est-ce qu'un marché? D'accord? Donc ça, c'est ma première partie. Et l'objectif à remplir pour cette partie-là, ça va être savoir illustrer la notion de marché par des exemples. Et puis, bah, du coup, ça implique de connaître aussi la définition d'un marché. Là-dessus, première partie, première sous-partie, petit a.
des éléments de définition d'un marché. Je vous propose 3 photos, et ces 3 photos, clairement, je vous le dis, voilà, de toute manière, il n'y a pas de participation, puisque je suis tout seul dans mon bureau à participer avec moi-même, donc je vais faire les questions et les réponses, mais j'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous, donc je les connais à peu près vos réponses. Là-dessus, je vous propose 3 photos, et ces photos-là représentent un marché, d'accord? Clairement. Ici, vous avez une photo qui représente un marché communal, on y achète des fruits, des légumes. Ici, c'est le marché de la bourse de New York, New York Stock Exchange, donc ça ressemble à peu près à ça, même si actuellement elle est un peu plus, elle est un peu moins vide, alors c'est pas actuellement, mais c'est comme ça depuis plusieurs années, il y a de moins en moins de personnes qui s'y promènent, donc voilà, mais par contre les ordinateurs sont toujours là, donc New York Stock Exchange à New York, et puis ici vous avez des personnes qui attendent pour un entretien d'embauche, et c'est aussi un type de marché particulier. Donc pour avoir quand même, à partir de ces 3 photos-là, on va essayer de définir ce que c'est qu'un marché. Et du coup, on va s'attarder sur les points communs entre ces différentes photos. Ok? Donc, quels sont les points communs par rapport à ces photos-là? Déjà, quand je regarde ici, d'accord, on va avoir 2 grands types d'agents économiques. Pardon, c'est mon fauteuil qui a tapé dans le bureau. Donc, on va avoir 2 grands types d'agents économiques, d'accord? Ces types d'agents économiques, c'est simple. Il va y avoir eux, enfin ceux qui sont devant le comptoir et ceux qui sont derrière le comptoir, et tout simplement on va pouvoir les appeler les consommateurs, et voilà, ils vont consommer les fruits et légumes qu'ils vont acheter, et puis les producteurs, eux, vont produire les fruits et légumes qu'ils vont vendre sur un marché. Ici, on va, alors vous le savez peut-être pas, donc on va y vendre des actions, des obligations, ce genre de trucs, et qui est-ce qu'on va retrouver comme 2 grands types d'agents économiques? D'un côté les investisseurs, d'accord, et de l'autre côté les entreprises. Puis là, on va avoir aussi deux grands types d'agents économiques sur présent, d'accord? Donc, eux là, qui travaillent, mais qui travaillent par rapport à qui, pour qui, donc on va avoir d'un côté les entreprises ou ceux qui vont employer les gens, donc les employeurs, et puis de l'autre côté, on va avoir les travailleurs, c'est-à-dire les employés. Ok. Mais voilà, ça nous fait 3 types de marchés ici, 3 photos qui représentent un marché. Déjà, si on veut, sur chacun de ces marchés-là, on peut identifier 2 types d'agents économiques. Et ces types d'agents économiques, bah voilà, ils sont multiples, hein. Consommateurs, investisseurs, entreprises ou les employeurs, producteurs, les entreprises et les travailleurs, enfin en gros les employés. Et bien nous, en SES, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'ils font sur ces marchés-là finalement? Quelles sont les 2 grandes familles d'agents économiques qu'on va pouvoir retrouver? Bah, c'est d'un côté les acheteurs et de l'autre côté les vendeurs, d'accord? Les consommateurs achètent des produits aux producteurs, etc., etc. D'accord? Si je vais un petit peu plus dans le détail, les producteurs, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent des produits, des fruits, des légumes, etc., etc. Ils les produisent et ensuite ils les vendent. Contre quoi? Contre un prix, d'accord? On vend avec une contrepartie, le prix. Les entreprises ici, bah, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent, alors des intérêts et des dividendes, c'est via avec des actions ou des obligations, d'accord? Contre quoi? Contre du capital, de l'argent. Ok, on va donner de l'argent. Et puis là, eh bien, les travailleurs, les employés, moi par exemple, quand je travaille pour l'éducation nationale, je vends mon travail, je vends mes compétences, je vends ma force de travail. Contre quoi? Bah, contre un salaire, d'accord? Donc contre un salaire. Donc ça, premier élément de définition d'un marché, déjà il faut identifier, il y a 2 grands types d'agents économiques qui font quelque chose entre eux, et c'est quoi ce petit quelque chose entre eux? Ça va être un échange. Un échange de quoi? On ne sait pas, mais un échange en tout cas, contre quelque chose en contrepartie. Je vais aller un peu plus loin, d'accord? Ici, je vous propose un texte de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, c'est un Américain, d'accord? Et lui, ici, on va essayer de répondre à pourquoi est-ce qu'on échange sur les marchés? Pourquoi est-ce qu'il y a des individus qui se rendent sur des marchés pour pouvoir échanger, d'accord? Et nous, on va s'intéresser surtout au marché, celui-là qui concerne consommateurs et producteurs, pour le plus simple, voilà, pour le plus simple pour tout le monde, vous, moi, tout le monde dans le monde entier, est déjà allé mettre les pieds sur un marché où on est soit consommateur, soit producteur, ok? Donc dans les sociétés modernes, des millions d'échanges ont lieu tous les jours, effectivement, ça c'est clair. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ou vous travaillez, il y a des millions d'échanges qui ont lieu actuellement tout de suite, d'accord? Et très peu de personnes, ici, produisent elles-mêmes tous les biens et services qu'elles souhaitent consommer, d'accord? Ça, c'est le premier élément de pourquoi est-ce qu'on fait appel à un marché, pourquoi est-ce qu'on va sur les marchés. On va sur les marchés parce que justement on ne produit pas ce dont on a besoin. Actuellement là je suis face à vous, j'ai une casquette, j'ai un sweat, tout va bien, d'accord? Je les ai, mais par contre je les ai pas produits. Pourquoi je les ai pas produits? Parce que bah, voilà, votre prof il n'est pas super compétent partout,
d'accord? Autant les SES, ils savent de quoi ils parlent. Par contre, quand il s'agit de fabriquer une casquette ou de fabriquer un pull, là, c'est le néant total. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en boutique, j'ai acheté ces produits-là. Contre quoi? Contre un prix. J'ai payé. Voilà, j'ai payé un prix. D'accord? Et vous, c'est pareil pour les vêtements que vous portez, etc., etc. Donc, on ne produit pas nous-mêmes ce dont nous avons besoin. J'ai besoin de m'habiller, donc il faut soit je produis des vêtements, soit je vais faire un tour sur un marché. D'accord? Et comme je ne l'ai pas produit, eh bien forcément je suis allé faire un tour sur un marché. Donc ça c'est la première raison de pourquoi est-ce qu'on fait appel au marché. Je vous passe un petit peu les détails qu'il y a là, je vous laisse le lire. D'accord? C'est en gros, on va travailler pour avoir des revenus et ces revenus vont nous permettre de pouvoir acheter certains produits sur un marché. Ok? Là-dessus, je vais aller ici. La plupart des économistes considèrent qu'il y a marché à chaque fois qu'il y a échange. Bim, gros éléments de définition, d'accord? En gros, marché égale échange. Tout va bien. Je continue. Pendant des milliers d'années, les sociétés ont affecté un lieu précis à la réalisation des échanges en créant notamment des places de marché dans les villes. Alors en gros, il faut comprendre que pendant très très longtemps, on a institutionnalisé un marché, donc un échange, avec un lieu, d'accord? La place du marché, la halle, le forum des halles par exemple à Paris. Donc en gros, les marchés, ça a été institutionnalisé, on a dit que c'était dans un endroit précis. Où est-ce que se situent les échanges? Dans un endroit précis, d'accord? Cependant, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Pas forcément. Pas forcément. Il y a Internet, d'accord? Et du coup, on n'est plus obligé de se rendre sur place pour pouvoir acheter quelque chose. Il suffit juste que là, voilà, vous êtes sur un ordinateur, vous êtes sur votre téléphone, et bien vous allez cliquer sur Amazon, vous achetez, et pourtant vous n'avez pas du tout bougé de place, vous êtes chez vous dans votre canapé ou sur votre fauteuil, ou peu importe, je m'en fous un peu. D'accord? Et donc voilà. Donc, marché égale échange, ok? Est-ce que c'est un lieu précis? Ça peut l'être, mais pas obligatoirement. D'accord? Et enfin, en gros, le marché ne se définit pas non pas par un lieu précis, mais se définit surtout par une situation où se produit un échange. D'accord? Donc tous les marchés ne se ressemblent pas, tous au marché de village traditionnel ou au marché financier moderne. D'accord? En gros, il y a différents types de marchés qui puissent exister. Ok? Néanmoins, là j'ai déjà des bons éléments de définition pour définir un marché. D'accord? Et du coup, le marché, ça va être un lieu réel ou fictif. Alors, fictif à mettre entre guillemets, alors ça peut être fictif ou virtuel, sur lequel se rencontrent des vendeurs, qu'on va appeler l'offre. D'accord? Les vendeurs offrent leurs produits. Et des acheteurs, qu'on va appeler la demande, parce que les acheteurs demandent un produit. Donc, on va... le marché, c'est un lieu où se rencontrent des vendeurs, des acheteurs, dans le but d'aboutir à un échange. D'accord? Donc, c'est un lieu de confrontation, mais aussi de conciliation. D'accord? On va parler de confrontation un petit peu plus tard. Donc c'est un lieu de confrontation mais aussi de conciliation où se détermine pour chaque bien et service les quantités d'échangés et surtout le prix. Ce qui nous amène sur la notion du prix. C'est quoi le prix? Eh bien le prix ça va être la valeur d'échange d'un produit sur un marché et la plupart du temps ce prix est exprimé en unités monétaires. Donc en yuan, en dollars, en euros, en yens, peu importe, d'accord? Le prix, majoritairement, dans la majorité des cas, va être exprimé en monnaie. Mais c'est pas toujours vrai. D'accord? Si j'échange un stylo contre un blanco, d'accord? Un Tipex, eh bien là on va pouvoir dire, là le prix n'est pas exprimé en monnaie, il est exprimé en un autre produit, d'accord? Et là ça peut être du troc, mais en gros il y a quand même une valeur d'échange par derrière. Mais majoritairement, ce prix-là est exprimé en unité monétaire. Ok? Et donc comme on l'a vu ici là, d'accord, en économie, le concept de marché décrit toute situation où se produisent des échanges, même si ces marchés ne ressemblent pas du tous au marché de village traditionnel ou au marché financier moderne. Il faut comprendre qu'il y a une multiple définition, non, il y a des multiples exemples du marché, d'accord? Ce qui m'amène au petit b, existe-t-il? Il existe, voilà, clairement c'est une affirmation puisque je ne suis pas avec vous, donc il existe différents types de marchés. Déjà, vous avez ces trois photos-là qui représentent trois types de marchés, d'accord? Ici, bah, on voyait bien, hein, c'est des fruits, des légumes, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, on est dans une halle, c'est un lieu bien précis. Ici à la bourse, on a des acheteurs, on a des vendeurs, mais on les voit pas trop, ils sont derrière leurs ordinateurs ou ils sont plus par là. Enfin bref, c'est un peu tout mélangé. Et qu'est-ce qu'on y achète? Pas les mêmes choses, on n'achète pas des fruits et des légumes ici en tout cas. Et puis là, bah, c'est pareil, il y a des vendeurs, eux vendent leur travail, avec derrière ici l'employeur qui va acheter du travail. Et du coup, bah, ça fait différents types de marchés.
Et cela dit, je peux faire quelques exemples. Plein d'exemples de marchés qui existent finalement. On peut parler de quoi comme type de marché? Alors on peut acheter de la monnaie sur des marchés, d'accord? On peut acheter de la monnaie, des yens, des euros, des dollars, du bitcoin aussi, de la crypto-monnaie. On peut acheter des chaussures sur les marchés, on peut acheter du travail, mais quel type de travail? Travail ouvrier ou travail de cadre? On peut acheter aussi de la nourriture, on peut acheter des maisons, le marché de l'immobilier, on peut acheter des vêtements, on peut acheter des actions en bourse, on peut acheter des services de ménage, on peut acheter des pièces, on peut acheter des fruits, on peut acheter des baguettes, on peut acheter encore des services de sécurité. Bref, la question du marché est multiple. En gros, les marchés sont multiples. Et soit ça existe dans un lieu réel, soit ça existe dans un lieu un peu virtuel, en tout cas pas forcément tangible. Mais en économie, on aime bien encore une fois simplifier. D'accord? Et du coup, avec tout ça, même si ces marchés peuvent être soit localisés, le marché français, ou mondialisés, le marché mondial, d'accord? Donc les marchés sont vraiment multiples. On va quand même en SES là essayer de simplifier tout ça en admettant l'existence de trois types de marchés. Je regroupe ici immobilier, chaussures, vêtements, services de repassage, services de sécurité, services de restauration, nourriture, etc., etc. Tout ça, ça va être un type de marché bien particulier. Là, lorsqu'on achète de la monnaie, ou alors des actions, ou des obligations, ou encore d'autres types de monnaie, ou d'autres types d'actifs financiers, ça va être un autre type de marché. Et puis là, ça va être le marché où on va acheter des compétences de travailleurs. D'accord? Donc ces trois types de marchés, on va les regrouper, on va distinguer bien trois types de marchés, le marché des biens et services, le marché des capitaux et le marché du travail. D'accord? Là-dessus, si tout se passe bien, on peut, dans ces trois grands types de marchés, trois grandes familles de marchés, eh bien ça va être simple, qu'est-ce qu'on y échange? Eh bien sur les marchés des biens et services, on va y échanger des biens et des services, voilà, chapitre 1, voilà, vous vous en souvenez, chapitre 1 de sciences économiques et sociales de cette année. Voilà, donc vous allez retourner les pages là-dedans, qu'est-ce qu'un bien, qu'est-ce qu'un service. Ensuite, sur le marché des capitaux, on y échange des capitaux. Et c'est quoi les capitaux? Ça va être des actifs financiers, donc des actions ou des obligations. J'ai déjà parlé d'actions avec vous, les obligations, on met ça de côté, c'est pas la peine, on va pas se casser la tête là-dessus. Surtout que dans ce chapitre-là, on va surtout parler des biens et des services. Et ensuite, il y a le marché du travail, où s'échange de la force de travail, donc c'est-à-dire les compétences intellectuelles, mais aussi la force de travail. Donc par rapport à ça, c'est le marché du travail. Ok, on y vend ses compétences. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça nous donne déjà un élément, de quoi définir, illustrer ce que c'est qu'un marché. Donc un marché, c'est quoi? C'est un lieu qui peut exister ou pas, d'accord? Ça peut être physique ou pas. Donc c'est un lieu d'échange, voilà, où s'effectuent des échanges. Des échanges de quoi? On va parler d'échanges de produits, ok? Contre quoi? Contre une contrepartie monétaire. Donc si je résume, un marché, c'est un lieu, d'accord? Fictif, virtuel ou réel, où il y a deux agents économiques, les vendeurs, les acheteurs, qui échangent un produit contre quoi? Contre un prix, contre une contrepartie monétaire, contre un prix, quoi. Ok? Donc ça nous donne la définition globale de ce qu'est un marché, et puis après, il y a plein de types de marchés. Vous pouvez illustrer la notion de marché par différentes notions. Le marché de la sécurité, du service à domicile, de restauration, marché des capitaux, le marché des biens et services, etc. etc. Bref, il y a une multitude d'exemples de marchés. Néanmoins, on va aller un petit peu plus loin maintenant et on va s'intéresser maintenant à la construction d'un modèle de marché néoclassique et sa dynamique. Alors sa dynamique, on met ça de côté, on verra ça plus tard, on verra ça quand on sera IRL. D'accord? Pour l'instant, on va s'intéresser au modèle de marché. Et moi, pour l'instant, dans un premier temps, je vais vous demander d'essayer de comprendre la notion de modèle en économie, puisque c'est la première fois qu'on en parle. Et puis, par la suite, comprendre que dans un modèle simple de marché des biens et services, la demande décroît avec le prix et que l'offre croît avec le prix et être capable de l'illustrer. Donc ça, c'est ce qu'on fera dans la construction du modèle, et c'est le travail qu'on va faire ensemble ici en vidéo, et c'est le travail que vous devrez faire aussi chez vous. D'ailleurs, concernant ce travail-là, ce n'est pas la peine de me l'envoyer. D'accord? On va le garder pour vous, on verra ça IRL. Je vérifierai si vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous l'avez pas fait, tant pis. Mais c'est pas la peine de me l'envoyer. Ok? Parce que j'ai pas envie. Donc grand 2, les modèles de marché néoclassiques. Et d'abord, je m'intéresse à qu'est-ce qu'un modèle de marché, qu'est-ce qu'un modèle tout simplement en économie. Donc là, le premier qui se moque, guerre à lui. Néanmoins, vous n'allez pas vous moquer puisque vous allez tous reconnaître ce que je vais vous dessiner là maintenant tout de suite. D'accord? Donc je vous ai dessiné une voiture. Tadam! Donc j'espère que vous avez tous reconnu ce que c'était qu'une voiture. Et je vous dis que ça, ce dessin, bien qu'enfantin, bien que très grotesque, caricatural limite, d'accord?
c'est exactement la même chose qu'un modèle en économie. Je vous en fais un deuxième. Ici, vous reconnaissez tous un avion, d'accord? Donc vous reconnaissez ce que c'est. J'espère bien que vous avez reconnu un avion. Et ça, aussi, ça fait la même chose qu'un modèle en économie. Ok? C'est simple. Qu'est-ce que c'est que ces deux trucs-là, finalement, si on doit analyser un petit peu? Si je vous demande ce que c'est que ça, vous allez me dire une voiture. Comment est-ce que vous reconnaissez une voiture? Bah, il y a des roues, des vitres, la forme un peu globale, même si vous n'avez jamais vu de voiture comme ça de votre vie. Et là, c'est pareil pour un avion. Vous avez reconnu un avion puisqu'il y a des ailes, un avion, une queue, une autre aile, des hublots. Globalement, vous avez bien reconnu ce que c'est qu'un avion. D'accord? Ça vous permet, finalement, ces deux dessins, de comprendre ce que c'est et de savoir expliquer, voilà, expliquer ce que c'est qu'une voiture. Il y a des roues, un pot d'échappement, un avion, il y a des ailes, une queue, des hublots. Ça vous permet d'expliquer la réalité et pourtant, ces trucs-là, là, ce n'est pas du tout la réalité. Ok? Donc c'est une version simplifiée de la réalité, mais ça ne nous empêche pas de comprendre ce que c'est que la réalité. D'accord? Comprendre ce que c'est qu'une voiture, comprendre ce que c'est qu'un avion. Je vais aller un peu plus loin et je vous propose ici une carte de métro parisien. D'accord? La carte du métro parisien, quand vous la regardez, vous avez des lignes, alors RER, métro, d'accord, et tramway aussi. Donc je vais prendre la ligne 1 par exemple, qui est ici, là, d'accord? Cette ligne 1, eh bien, elle traverse tout Paris, et pourtant, quand on la regarde, alors toutes les autres lignes, hein, elle est toute droite. Toute droite. Et pourtant, est-ce que c'est la réalité? Non. Quand vous prenez la ligne 1, eh bien, ça zigzague un petit peu. Les stations ici, les distances entre les stations ne sont pas forcément à l'échelle, donc c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, etc., etc. Mais globalement, ce n'est pas du tout la réalité. Néanmoins, cette carte de métro remplit complètement sa fonction de modèle parce qu'elle vous permet de savoir où vous êtes maintenant. D'accord? Si vous êtes à telle station, eh bien vous savez que vous êtes là. Si vous allez dans cette direction ou dans l'autre, vous savez quelle sera la prochaine station. Eh bien nous en économie, le modèle de marché, c'est exactement la même chose. Un modèle en économie, ça va être exactement la même chose. En fait, qu'est-ce qu'on va chercher à faire pour construire un modèle en économie? Donc un modèle en économie, ça va être tout simplement une représentation simplifiée de la réalité. D'accord? On va simplifier la réalité et ça va nous permettre de faire quoi? De comprendre cette réalité. Ok? Et du coup, nous, ce qu'on va faire dans ce modèle de marché, déjà, il va falloir qu'on simplifie un petit peu le comportement des agents économiques. Et en simplifiant le comportement des agents économiques, c'est-à-dire les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre côté, eh bien c'est simple, c'est là où on va voir une petite déjà confrontation. Vous vous souvenez, au début, là, je vous ai parlé de confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Et cette confrontation-là, eh bien ça va être simple. Les acheteurs souhaitent acheter au meilleur prix, c'est-à-dire le prix le plus bas possible pour satisfaire leurs besoins. D'accord? C'est le but ultime des acheteurs. Eux, s'ils vont sur un marché, qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, alors ils veulent satisfaire leurs besoins, mais ils veulent satisfaire leurs besoins au prix le plus bas. Donc ils vont essayer de tirer les prix vers le bas. Et de l'autre côté, il y a les vendeurs. Et les vendeurs, eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent faire un maximum de profit. Et du coup, pour faire un maximum de profit, ils vont essayer de vendre au prix le plus élevé. D'accord? Donc là, déjà, il y a une confrontation entre les deux. Les acheteurs veulent des prix très faibles, les vendeurs veulent des prix très élevés. Ok? Et du coup, en simplifiant tout cela, eh bien, on parle d'individus rationnels. Ils sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir, effectuer leur choix en fonction des coûts et des inconvénients que ce choix implique. Ok? Lorsque vous vous levez le matin, vous avez le choix d'aller au lycée ou de ne pas aller au lycée, d'accord? Même s'il y a vos parents derrière, etc., etc. Mais vous avez le choix d'y aller ou pas. Si vous y allez, vous faites ce choix-là, eh bien, ça veut dire que vous avez inconsciemment calculer les coûts et les inconvénients, enfin les coûts et les avantages, donc les inconvénients ou les avantages que vous pouvez tirer de ce choix-là, et vous avez comparé ça avec le choix de ne pas aller au lycée. Avantage, inconvénient. Et du coup, vous avez fait votre choix en fonction de cela. Ok? Et ça, c'est justement être rationnel. J'avance un petit peu quand même, donc on a notre modèle de marché, on a notre simplification des comportements des agents économiques, et du coup on va commencer à construire ce modèle de marché. D'accord? Pour construire ce modèle de marché, il va nous falloir identifier déjà ce qui motive les demandeurs à acheter, donc les acheteurs à acheter, et du coup identifier aussi ce qui motive les offreurs à vendre. Donc quand je m'intéresse, et bien sûr, ici on est bien sur un marché des biens et services. Ok, on n'est pas sur un autre type de marché, on est vraiment sur le marché des biens et services, comme ça vous imaginez ce que vous voulez, des téléphones, des voitures, des trucs. Bien, en tout cas des biens, c'est facile à comprendre, vous avez tous eu affaire à des biens un jour ou l'autre dans votre vie. Donc si je m'intéresse à la demande, qu'est-ce qui motive la demande à se positionner sur le marché, c'est-à-dire à dire je veux acheter ou je ne veux pas acheter? Déjà, eh bien, en 4 points, on va pouvoir parler du prix d'achat. D'accord? Effectivement, si le prix est élevé, eh bien moi je n'ai pas envie d'acheter.
Puis vient en second temps le revenu, d'accord, le budget. Est-ce que vous avez les sous, pardon, est-ce que vous avez les sous pour acheter ou non le bien en question. Ensuite, il y a les préférences et le goût, puisque si on peut parler du marché des pulls, il y a les pulls noirs, il y a les pulls bleus, il y a les pulls verts, marron, ce que vous voulez, et bien ça va dépendre de votre goût ou de vos préférences. Et puis ensuite, les anticipations. Par exemple, s'il fait froid bientôt, je vais peut-être acheter un manteau, parce que, voilà, donc je vais me positionner sur le marché des manteaux parce que j'anticipe le froid pour plus tard. Ok ? Donc ça, c'est ce qui va décider la demande à se positionner ou non sur un marché. Ensuite, si je m'intéresse à l'offre, l'offre, eh bien, ça va être le prix de vente aussi dans un premier temps. Et puis ainsi, il va y avoir les coûts de production. Effectivement, si les coûts de production sont très élevés, eh bien, en gros, pour vendre, il va falloir que je paye déjà ces coûts de production. Et du coup, si les coûts de production sont trop élevés, il va falloir que le prix de vente soit très élevé pour que je puisse faire un minimum de bénéfices. Okay. Et ensuite, il y a la disponibilité des ressources. Par exemple, je ne peux pas produire de bûches de bois parce qu'il n'y a pas de forêt à côté de moi. Donc ça me permet pas de dire, bah voilà, je vais vendre des bûches de bois parce que voilà, j'ai pas de bois à disposition, par exemple. Ok. L'efficacité des facteurs de production, ça c'est un truc un petit peu en sous-main, donc on garde ça pour la fin de ce chapitre-là. D'accord. Donc maintenant, on a ce qui motive les demandeurs, ce qui motive l'offre, et tout ça c'est ce qu'on appelle tout simplement les déterminants à la fois de l'offre et de la demande. D'accord. Donc on a les déterminants de l'offre et de la demande, ce qui vont permettre aux offreurs et aux demandeurs de se positionner sur un marché. Et maintenant on va faire l'exercice ensemble. Alors je l'ai déjà fait avec certains d'entre vous, mais ça va me permettre aussi de le refaire pour que ce soit bien compréhensible pour tous. Donc je vous propose, je vous vends une voiture de sport, elle est nickel, elle marche. Alors là, tous les petits malins qui disent, ouais, mais c'est quoi la voiture, la couleur? C'est la couleur que vous voulez, d'accord? C'est le même véhicule pour tout le monde, mais dans votre tête, c'est la voiture type sport, cabriolet, d'accord, cabriolet, coupé cabriolet, tout va bien, elle fonctionne très bien, elle est super jolie, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, ce qui va m'intéresser sur le marché qu'on veut construire, c'est combien de voitures sera échangé sur le marché et surtout à quel prix, puisqu'on est là aussi dans le sur ce chapitre-là, chapitre 3, à se poser la question comment se forment les prix sur un marché. D'accord. Et tout simplement pour ça, je vais faire un petit exercice participatif en différé, puisque voilà, mais je l'ai déjà fait avec vous, donc vous pourrez tester par vous-même des résultats. Donc je vous propose, au prix de 10 euros, je vous propose cette voiture-là, je vous la vends au prix de 10 euros. Combien parmi vous est prêt à acheter, puisque là je vais m'intéresser d'abord à la demande. Donc combien parmi vous, d'accord, dans la classe, vous êtes 35 dans la classe, combien parmi vous est prêt à acheter ce véhicule à 10 euros? Je vous vois pas, mais je sais que pour 10 euros, vous êtes 35 à acheter cette voiture. Ok. Ceux qui ne veulent pas acheter cette voiture-là, eh bien, il va falloir faire quelque chose au bout d'un moment. Hein. Pour 50 000 euros, si le prix de vente de cette voiture-là est de 50 000 euros, alors là, combien de personnes parmi vous lèvent la main et est prêt à acheter ce véhicule à 50 000 euros? Là, vous n'êtes plus que 10. Ça commence à faire cher. Et pour 100 000 euros, maintenant, si je vous propose cette voiture-là à 100 000 euros, qui veut bien l'acheter? Et bien là, il n'y a plus qu'une seule personne qui est prêt à faire ça. Et là, j'ai commencé déjà à construire mon modèle de marché. D'accord? Et pour bien que ce soit visible pour tous, ça va être simple. On va prendre un repère orthonormé. Donc là, référence, merci les mathématiques de nous aider à réfléchir, d'accord, puisque les maths ici ne sera qu'un outil de réflexion, d'accord. Et bien ici vous avez un repère orthonormé. Alors première chose à faire en économie, surtout ne vous trompez jamais. Si vous vous trompez, c'est 0, je ne regarde même pas, je vois l'erreur, je mets 0, même si tout le reste est bon, je mets 0, d'accord, parce que de toute manière si vous vous trompez, c'est que c'est faux partout. Donc vous avez l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et sur l'axe des abscisses, jamais vous vous trompez, on mettra toujours les quantités. Ici je vous ai mis l'échelle, d'accord. Faites pas attention, c'est fait à main levée, d'accord. Mais ici, on mettra toujours les quantités sur l'axe des abscisses. Et sur l'axe des ordonnées, on mettra le prix. Ok. Et maintenant, je commence à visualiser. Là, je vais commencer vraiment à construire mon modèle de marché. Donc, sur ce marché-là, pour un prix de 10 euros, d'accord, vous êtes 35 à vouloir acheter cette voiture-là. Donc, pour 10 euros, vous êtes 35, ce qui me permet de mettre un premier point ici. Pour 50 000 euros, vous êtes plus que 10, d'accord. Donc pour 50 000 euros, vous êtes 10 à vouloir acheter ce véhicule-là. Et pour 100 000 euros, ici, il n'y a plus qu'une seule personne prête à acheter le véhicule, ce qui me permet de mettre mon point ici. Les points se sentant seuls, un petit peu, il va falloir les relier. Donc relions liés,
Voilà, merci pour mon accent. Et nous avons du coup une belle courbe, ou une belle fonction. Pour l'épreuve de maths, ici, ce sera une fonction. D'accord? Donc on a une belle courbe. Et alors, on a ce qu'on appelle la courbe de la demande. Ça représente notre demande sur ce marché de ce véhicule-là. D'accord? C'est notre courbe de demande. Et ça aboutit sur 3 définitions, d'accord? Mais globalement, ça va être à peu près pareil. On a la demande individuelle. La demande individuelle, en gros, c'est vous là qui avez levé la main ou pas. D'accord? C'est la quantité d'un bien qu'un agent désire acquérir à un prix donné. Donc voilà. Pour 10 euros, la demande individuelle est de 35. Pour 50 000 euros, la demande individuelle est de 10, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, on a la demande de marché. La demande de marché, c'est la somme de toutes les demandes individuelles. Donc on a tout ça, et du coup, vous êtes là-dedans. D'accord? Ça, c'est la demande de marché. Et ensuite, on a notre courbe de demande de marché qui indique la quantité totale des biens qui sera demandée à chaque niveau de prix par tous les consommateurs. Donc finalement, ici, j'ai ma courbe de demande. D'accord? Et ça me dit, par exemple, pour 20... Enfin, ici, pour 25 000 euros, combien je vais avoir de personnes qui vont lever la main pour 25 000 euros? Eh bien, j'aurai 20 personnes, pour 25 000 euros, 20 personnes qui seront prêtes à acheter ce véhicule-là. D'accord? Donc là, c'est ma première étape de modèle de marché. De plus, quand on s'intéresse à la demande, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la demande est une fonction décroissante du prix. J'insiste là-dessus, la demande est une fonction décroissante du prix, c'est-à-dire que plus le prix est élevé, plus la demande sera faible. Donc c'est une fonction décroissante du prix. Ok? Plus le prix est élevé ici, plus la demande sera faible. Ok? Plus le prix était faible, alors plus la demande est élevée. Ok? C'est l'inverse. Et du coup, maintenant, j'ai ma courbe de demande sur mon marché. Si sur un marché, il y a 2 types d'agents économiques, les acheteurs, les demandeurs, les acheteurs, et les vendeurs, les offreurs, eh bien, il va falloir maintenant qu'on s'intéresse à l'offre. Et pour ça, vous allez devoir vous mettre dans la peau d'un producteur de voitures. Donc, produire une voiture pour pouvoir la vendre, eh bien, ça coûte de l'argent. Pensez au coût de production. Maintenant, pareil, même exercice. Qui parmi vous est prêt à produire la voiture pour la vendre en fonction du prix? Maintenant, on y est. Donc, si le prix de vente est de 10 euros, combien parmi vous est prêt à produire et vendre cette voiture-là? À peu près 0, d'accord? Personne n'est prêt à produire cette voiture-là pour la vendre seulement 10 euros. Ça coûterait trop cher. Ensuite, 50 000 euros, si le prix de vente du véhicule est de 50 000 euros, là, il y en a 15 parmi vous qui sont prêts à produire et vendre le véhicule. Et puis, si le prix de vente est de 100 000 euros, alors là, carrément, vous êtes 35, puisque pour 100 000 euros, vous rentrez largement dans vos clous et vous êtes attiré par le gain. Et donc, vous êtes 35 à vouloir produire et vendre ces véhicules-là. Ok? Et bien, pareil, je vais faire la même chose. Maintenant, je vais prendre mes différents points. Donc, pour 10 euros, combien d'offreurs j'ai? Eh bien, pour 10 euros, j'en ai 0, je mets mon point ici. Pour 50 000 euros, j'en ai 15, je mets mon point à peu près ici. Et pour 100 000 euros, vous êtes 35, donc je suis là. Pareil, les points ils sont faits pour être reliés, donc relions-les. Et du coup, j'ai mon offre sur le marché. D'accord? Et j'aboutis, pareil, sur quelques définitions. Les offres individuelles, c'est la quantité d'un bien ou d'un service qu'un agent désire vendre sur le marché à un prix donné. Donc là, il y a 15 personnes qui désirent vendre ce produit-là à un prix donné, c'est le prix de 50 000 euros. Et puis après, ça c'est pour l'offre individuelle, il y a l'offre de marché qui représente la somme de toutes les offres individuelles, et puis la courbe d'offres qui représente cela, et c'est justement pour chaque situation, pour chaque prix, la quantité de biens ici offerts sur le marché. D'accord? Je fais une petite pause. Et maintenant qu'on a notre modèle de marché, il va falloir qu'on s'intéresse quand même à un truc bien particulier. D'accord? Quand même, j'oublie avant de passer à autre chose, l'offre, ça reste quand même une fonction croissante du prix. Si la demande est une fonction décroissante du prix, l'offre va être une fonction croissante du prix. C'est-à-dire que plus le prix est élevé, plus l'offre est élevée. Ok? C'est une fonction croissante du prix. Donc, demande décroissant, offre croissant. Demande décroissant, offre croissant. Je vous dis ça parce que sinon vous allez faire une confusion entre les deux courbes, et dans ces cas-là, pareil, pour moi c'est 0, il n'y a pas de truc à avoir, c'est pas l'un, on peut aller avec l'autre, c'est pas du à peu près, ici il faut être précis. D'accord? Donc, il y a quand même un point intéressant ici sur ce modèle de marché qu'on vient de construire ensemble, ça va être ce point-là. D'accord? C'est le point où l'offre
est égal à la demande. Souvenez-vous ce que c'est qu'un marché. Le marché, c'est un lieu d'échange. Donc pour qu'il y ait un échange, il faut que les deux parties soient d'accord. Et où sont les personnes qui sont d'accord entre elles, ici, entre les offreurs et les demandeurs? C'est ce point-là. L'offre est égale à la demande en ce point-là. C'est le point qu'on va appeler le point d'équilibre, qu'on va noter E, d'accord, grand E. Et ce point d'équilibre va nous donner deux informations majeures. La première information majeure, ça va être les quantités. D'accord, les quantités d'équilibre. Ce point-là, c'est les quantités d'équilibre qu'on note Q étoile. Et ici, dans notre exemple, on voit que Q étoile, c'est égal à 13. Et au-delà des quantités, eh bien, ce point d'équilibre va nous donner une autre information cruciale, ça va être le prix. Le prix d'équilibre qu'on va noter P étoile. Et ici, si je regarde à peu près dans notre exemple, on est à 40 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est les coordonnées de ce point d'équilibre. Où, avec l'accent, où l'offre est égale à la demande. C'est-à-dire où les vendeurs sont d'accord avec les demandeurs, les acheteurs. D'accord? Donc là-dessus, c'est ici où s'effectuera l'échange. On a à la fois les vendeurs et les acheteurs qui sont d'accord sur et les quantités et les prix. Ok, tout va bien pour vous? Eh bien, on est tout bon. Et du coup, qu'est-ce que ça me permet de faire? Les 13, ça répond à cette question-là. Le prix d'équilibre, ça répond à quel prix? Donc finalement, combien de voitures sera échangées sur ce marché-là dans votre classe? Eh bien, 13 voitures sera échangées. 13 voitures seront échangées sur ce marché pour le prix de 40 000 euros. Alors c'est 40 000 euros la voiture. D'accord? C'est pas 40 000 euros les 13 voitures. Donc si le prix unitaire de vente de la voiture est de 40 000 euros, alors il y aura 13 véhicules qui sera vendus. C'est le point d'équilibre là. Et du coup, voilà, je réponds à mes deux questions. Donc, combien de voitures seront échangées sur le marché et à quel prix? 40 000 euros. Et là-dessus, nous avons construit notre modèle de marché. D'accord? Cette vidéo touche à sa fin. Néanmoins, je reprends un tout petit peu la main avant de vous laisser tranquille. Donc, nous avons vu la définition d'un marché, nous avons vu ce que c'était que là un modèle de marché, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait construire le modèle de marché, et maintenant ce sera à vous de le faire avec l'exercice que je vous ai mis dans les fichiers de Teams. Sur ce, je vous souhaite un très bon confinement, faites attention à vous, abonnez-vous, et puis peace.